Bonsoir à tous, bienvenue sur Monaco Info. Pour cette première édition de la semaine, voici les titres de votre journal. La 78e session de l'Assemblée générale des Nations unies débute ce mardi à New York. Nous rejoindrons sur place Alexandra Pani pour connaître les grands dossiers qui occuperont les débats. Quel bilan pour le tourisme estival en principauté? Les chiffres sont-ils à la hauteur des espérances? Guy Antonielli, directeur du tourisme et des congrès, sera notre invité ce soir. Les journées européennes du patrimoine, c'est ce dimanche. Monaco s'associe à cet événement placé sous le thème cette année du patrimoine vivant. Hugo Mikalev en pleine préparation de son prochain combat professionnel. Le boxeur monégasque affronte le Tchèque Denis Bartos ce samedi à l'espace Fontvieille. Nous en parlerons avec notre consultant Damien Seigle. Et puis restez bien avec nous jusqu'à la fin de ce JT. Nous reviendrons sur le concert événement à la salle Garnier donné à l'occasion des commémorations du centenaire de la naissance du prince Rémi III. Direction New York pour débuter ce journal où, comme chaque année, le siège des Nations Unies s'apprête à vivre une semaine intense avec la 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies. Près de 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus pour l'ouverture du débat général. On retrouve sur place notre correspondante. Bonsoir Alexandra Pani. Bonsoir à vous, ravi de vous retrouver pour cette semaine qui, vous l'avez dit, s'annonce riche ici aux Nations Unies. Le prince souverain est arrivé ce matin à New York et de nombreux événements l'attendent durant ces 3 jours. Le nouveau président de l'Assemblée générale, Denis Francis, ouvrira mardi le débat général annuel, au cours duquel les dirigeants mondiaux sont invités à prendre la parole à la tribune autour du thème cette année, reconstruire la confiance et raviver la solidarité mondiale. Depuis 1955, une coutume a été établie. Le Brésil est le premier pays à prendre la parole. Il est ensuite suivi du pays hôte, les États-Unis, puis l'ensemble des États membres de l'ONU. Le prince Albert II prendra lui la parole mercredi après-midi. Une semaine de haut niveau qui cherchera à mettre en avant des solutions concrètes dans la lutte contre la crise du climat, à l'occasion du sommet pour l'ambition climatique de mercredi 20 septembre. Jeudi, la réunion ministérielle cherchera à former les bases du sommet pour le futur qui se tiendra en septembre 2024. Mais avant cela, ce lundi, le sommet sur les objectifs de développement durable marquait le coup d'envoi de cette semaine de haut niveau. L'ambassadeur représentant de la principauté auprès des Nations Unies, Isabelle Picot, nous explique les enjeux de ce sommet. Le sommet des ODD, des Objectifs de développement durable, sous les auspices de l'Assemblée générale, se tiennent tous les 4 ans. Donc, le dernier qui s'est tenu était en 2019. Donc, malheureusement, la crise du Covid est passée par là. La crise climatique s'aggrave. Au jour d'aujourd'hui, en 2030, les Objectifs de développement durable ne seront pas atteints. Donc, c'est une catastrophe pour les plus pauvres de la planète, qui sont beaucoup plus impactés. Et c'est très important que les chefs d'État fassent part de leur engagement renouvelé l'année qui précède le sommet du futur, où nous allons travailler de façon très intense pour essayer de, je ne veux pas dire modifier, mais adapter l'organisation pour le monde du futur, et ça passe notamment par tout ce qui concerne l'intelligence artificielle. Mais le sommet des ODD, on adopte une déclaration politique. Donc c'est quelque chose de fort, puisque ça a été négocié par 193 délégations, afin que les chefs d'État et de gouvernement, nous n'avons pas d'autre feuille de route. Les ODD, contrairement aux objectifs du millénaire pour le développement, sont universels, concernent tout le monde. Chacun a son rôle à jouer et il est absolument indispensable de remettre la machine sur les rails. Et nous continuerons de vous informer des temps forts de cette 78e session de l'Assemblée générale des Nations Unies à laquelle participe le prince Albert II tout au long de la semaine grâce à notre correspondante sur place. Le Conseil national a tenu aujourd'hui sa traditionnelle conférence de presse de rentrée, l'occasion d'évoquer les grands thèmes qui vont mobiliser la Haute Assemblée dans les prochains mois. La présidente du Conseil national a également tenu à réagir à la suspension des négociations avec l'Union européenne pour un accord d'association. Brigitte Bocon-Pagès est au micro de Crescinda Tomel. Très satisfaite. Aujourd'hui, je pense que nous sommes soulagés. Voilà.
Nous avons abouti à ce pourquoi nous nous sommes battus depuis 2018. Donc le nombre d'années est là, notre conviction n'a pas changé d'un iota. Donc aujourd'hui, bien, nous sommes ravis. Et il nous faut une opération domaniale de 100 appartements, voire plus, pour les années 2026-2027. Ça va être une des lignes rouges de ce budget rectificatif 2023. Et quels sont les autres grands projets sur lesquels vous allez vous atteler cette année ? Ah bien, la mobilité, le logement des actifs qui viennent travailler en principauté de Monaco, l'usine de traitement des déchets, l'hôpital pour les recrutements. Nous avons de nombreux sujets, des sujets d'envergure qui demandent absolument des recettes que nous attendons avec impatience parce que les budgets sont conséquents. Nous sommes obligés d'avoir une discussion avec le gouvernement très serrée pour justement que le gouvernement nous fasse part de ses intentions et nous conforte dans nos positions. 120 000 visiteurs pour l'exposition Monet en pleine lumière, 139 000 entrées pour le casino de Monte-Carlo. Ces chiffres donnent déjà la tendance d'une fréquentation touristique importante cet été en principauté. Toujours à la relance après une période touchée par la crise sanitaire, Monaco reste une destination qui séduit. Le directeur du tourisme et des congrès est notre invité ce soir. Bonsoir Guy Antonielli. Bonsoir Émilie Rousseau. Le ministre d'État Pierre Dartout parlait d'indicateurs au vert cet été concernant le tourisme en principauté. Est-ce que c'est le bilan que vous dressez aussi aujourd'hui ? Oui, un très bel été, certes encore en retrait par rapport à 2019, mais des taux d'occupation à 71, 75%, 72% au mois d'août, avec une très belle clientèle qui est prête à payer le prix de la principauté parce que la qualité, vous le savez, je vous le répète à chaque fois, la qualité, ça se mérite et ça se paye. La fréquentation touristique a été constante aussi bien en juillet qu'en août ? Un peu meilleure au mois de juillet qu'au mois d'août. Et d'ailleurs, la typologie des clientèles que l'on a recensées dans les hôtels de la principauté le démontre très bien. Et d'où vient-elle cette clientèle, Guy Antonielli ? Le top 3 de l'été, qui est également le top 3 depuis le début de l'année, France, USA, Grande-Bretagne, suivi de l'Italie en 4e. Mais ce que l'on peut constater par rapport à 2019, c'est une croissance des clientèles extra-européennes et une contraction des clientèles européennes, dont France, Grande-Bretagne et Italie, bien évidemment. L'un des nouveaux défis pour le tourisme, c'est de faire face aussi à un contexte très concurrentiel à la sortie du Covid. Extrêmement de concurrence, mais ça, j'aurais tendance à dire que c'est bon pour le tourisme mondial. Aujourd'hui, on a tendance à dire que les gens vont tous au même endroit. Eh bien, plus il y aura d'endroits à visiter, plus, à mon sens, les touristes seront satisfaits parce que la fréquentation sera répartie dans le monde entier. Et Monaco, bien évidemment, doit continuer à travailler pour garder sa place de leader du tourisme de luxe mondial. C'est ce que nous faisons tous les jours, mais les clients aujourd'hui nous montrent que Monaco a toute sa place dans leur cœur. Comment on cultive justement cette ambition ? On croise les attentes des clients avec tout ce qui fait l'exception de Monaco ? Quand on parle d'exception, quand on parle de grand luxe, on a l'air de vouloir exclure une partie de la clientèle. Ça n'est pas l'objet de la principauté. La principauté est ouverte. C'est vraiment un pays complètement ouvert sur l'extérieur. L'idée, c'est plutôt que chacun puisse apprécier la qualité et l'excellence, bien évidemment avec des produits qui vont des chambres de l'hôtel de Paris avec des restaurants où des chefs beaucoup plus artisanaux vont travailler sur des produits frais, des produits de saison, mais toujours la qualité, et ça aussi c'est un élément que j'aime à répéter, la qualité doit se retrouver quelle que soit la gamme de produits que vous consommez. Et à Monaco, c'est ce que tous les partenaires privés essaient de produire. Oui, que Monaco reste unique et mythique aux yeux des touristes en fait. Monaco est un endroit comme nulle part ailleurs. Vous connaissez notre campagne, Like Nowhere Else, dans sa version anglophone. Monaco doit rester unique. Elle est unique par sa taille, elle est unique par son histoire et elle doit être unique par la cohérence de l'offre et l'excellence, je le répète, que l'on doit trouver partout, que ce soit dans des boutiques, dans des restaurants ou dans nos hôtels. Vous revenez d'un voyage d'affaires en Asie et en Océanie, Guy Antonielli. Quel regard portent ces continents sur la principauté ?
Alors l'Asie, vous le savez, redémarre à peine. Le Japon a redémarré cette année. La Chine est encore, la Chine aujourd'hui est un peu moins de 40% du tourisme émetteur qui était le sien en 2019. Donc c'est encore un peu compliqué. J'étais aussi en Australie. Les Australiens sont présents en nombre à Monaco, en progression par rapport à 2019. Tous les vols en provenance d'Australie vers l'Europe sont pleins, donc oui, des marchés pleins d'avenir pour la principauté, même si 2023 c'est sans doute encore un peu tôt pour l'Asie du Sud-Est et la Chine. On en parlera, on les verra beaucoup plus présents, je n'en doute pas, en 2024. D'où l'importance d'avoir des bureaux à l'étranger de la DTC. Oui, 7 bureaux de promotion dans le monde, aux USA, en Asie, au Japon, en Australie et plusieurs bureaux en Europe, qui travaillent au quotidien pour continuer à porter le message de la destination Monaco sur leur marché. Guy Antonielli, nous venons de faire un bilan de la saison estivale en principauté. Septembre marque la reprise du tourisme d'affaires. Ça aussi, cela contribue à l'économie de la principauté. Là, vous avez vu, nous sommes en grande période tourisme d'affaires. Les rendez-vous de septembre viennent de s'achever. On assiste au montage du Monaco Yacht Show qui va bientôt avoir lieu. Vont arriver les assises de la sécurité, Luxpack, Sportel. Donc autant de grands rendez-vous qui annoncent déjà aujourd'hui complet, voire avec plus de participants que précédemment. Est-ce que ce sont des indicateurs qui vous permettent de dire que vous êtes confiant pour la fin de l'année ? Avant le 26 décembre, peu de tourisme de loisirs au mois de décembre. Janvier marquera vraiment le redémarrage. En loisirs, bien évidemment, le nouvel an. Mais à partir du premier trimestre 2024, le tourisme d'affaires est déjà là. Et nous voyons que les compagnies aériennes engrangent déjà des réservations pour l'année à venir à destination de l'aéroport de Nice. Ce qui veut bien dire que la Côte d'Azur et donc Monaco sont de manière très prégnante et en permanence très attractive. Oui, nous en reparlerons dans quelques mois ensemble. Merci beaucoup Guy Antonielli d'avoir été notre invité ce soir sur Monaco Info. Merci Émilie, bonne soirée. La principauté reste donc attractive grâce à ses nombreux atouts. La gastronomie en est un. Alain Ducasse a d'ailleurs choisi Monaco pour lancer la première édition du sommet de la gastronomie durable. L'événement aura lieu les 20 et 21 septembre au One Monte Carlo et abordera différents thèmes pour réfléchir à une cuisine durable, responsable et humaniste. Nous en parlerons plus longuement avec Alain Ducasse qui nous fera l'amitié d'être notre invité du JT jeudi. Le chef monégasque sera également à l'affiche de la 3e édition du Festival des Étoilés Monte Carlo. La 3e édition se déroulera en plusieurs temps et mettra à l'honneur les 4 chefs récompensés par le guide Michelin. Ils seront associés à d'autres chefs mondialement connus. Premier rendez-vous, les 29 et 30 septembre, Marcel Ravin convie Julien Royer, le chef et propriétaire du restaurant Odette à Singapour. Autre événement, plus proche dans le temps cette fois-ci, dimanche aura lieu la 28e journée européenne du patrimoine. Elle est placée cette année sous le thème du patrimoine vivant. Tout au long de la semaine, nous allons vous proposer une série de reportages témoignant de la richesse et de la diversité du patrimoine monégasque. Ce soir, coup de projecteur sur un arbre cher au prince Régnier III, le caroubier. Le reportage de Fabien Bonilla et Thomas Deus. 115, voici le nombre de caroubiers plantés en principauté. Cet arbre fruitier méditerranéen de la famille des légumineuses est l'arbre national de Monaco. C'est un choix du prince Régnier III. Il est utilisé depuis l'Antiquité pour ses ressources vitales en Méditerranée, comme dans le passé en principauté lors de famines. On utilise le caroubier pour sa farine ou sa pulpe, on peut torréfier ses graines comme le café. C'est un substitut également du chocolat. Cet arbre aux multiples ressources sera à l'honneur à l'occasion de la Journée européenne du patrimoine ce dimanche. On va proposer un jeu de piste ouvert aux familles, très ludique, au départ de la placette Louis-Aurélia, derrière le Conseil national. Les gens viendront jusqu'au virage de la Porte-Neuve, là où on a le plus de caroubiers de manière naturelle. Ils ont été implantés tout seuls. Et on aura plein d'activités comme le rempotage, la découverte des graines, pourquoi les graines, leur utilisation, le bois, les feuilles. Voilà. Et les gens devront remplir un petit questionnaire et à la fin, ils auront peut-être un petit cadeau. Lors de ce jeu de piste, la direction de l'aménagement urbain réserve de nombreuses surprises en lien avec cet arbre surprenant. On ne le sait pas, mais par exemple, une unité de mesure joaillière tient son nom du caroubier.
Les Grecs et les Romains avaient vu par observation que chaque graine de caroubier avait un poids constant et donc ils s'en sont servis comme unité de mesure et qui est devenue l'unité de mesure des pierres précieuses et donc l'unité du carat. L'origine du carat, une des nombreuses anecdotes que vous pourrez découvrir lors de cette journée européenne du patrimoine, dimanche de 10h à 17h. Le départ, la placette Louis Auréglia, située derrière le Conseil national. Et retrouvez l'intégralité du programme de la Journée européenne du patrimoine à Monaco sur ce site, le www.journéepatrimoinemonaco.com. Samedi, Hugo Mikalev sera de retour sur le ring et pas n'importe où. Le boxeur monégasque a choisi la principauté pour son 8e combat pro. Il sera opposé au Tchèque Denis Bartos à l'occasion du Monaco Grand Prix Boxing, un événement que vous pourrez suivre en direct sur Monaco Info. Bonsoir Damien Seigle. Bonsoir Émilie. Vous saurez aux commentaires de ce combat avec Fabien Bonilla samedi, ça va être une opposition très intéressante. Oui, effectivement, c'est une proposition qu'on attend depuis les débuts des retransmissions des matchs d'Hugo. Car effectivement, on n'avait que les signaux, donc on commentait des locaux de Monaco Info. Et c'est vraiment une première pour nous et on est très content d'assister à cette première. Alors qui est Denis Bartos, l'adversaire d'Hugo Mikalev? Alors, Denis Bartos, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le champion actuel de République tchèque. Il est numéro 1 dans son pays. C'est un très bon boxeur et qui a fait une très belle carrière amateur. C'est un beau client qu'on a en face ce soir. Vous avez pu échanger avec Hugo? Dans quel état d'esprit il est? Oui, bien sûr. On est fréquemment en contact avec Hugo. Je l'ai eu il y a 2 soirs au téléphone et pour me raconter un peu tout ce qui se passait. Sa préparation est optimale. Il sera au poids. Moralement, il a tellement hâte de boxer à Monaco que rien ne pourra l'arrêter. Oui, parce que boxer à la maison, ça doit être encore plus particulier pour lui. Oui, il a un très grand attachement. La maison, c'est son pays, sa terre natale. Donc forcément, c'est un point qui lui tient tellement à cœur. Il a plus boxé à Monaco depuis la fin de sa carrière amateur. Et c'est un super moment pour lui qu'il attend depuis maintenant 2 ans et demi, depuis le début de sa carrière professionnelle. Ouais, ça sera son 8e combat chez les pros. Quel regard portez-vous sur l'évolution d'Hugo Mikalev? C'est une évolution qui est constante et régulière. On connaît Hugo depuis, je dirais maintenant, plus de 12 ou 13 ans dans la boxe, pour moi je parle, et il n'a jamais arrêté de grandir, jamais arrêté d'évoluer, il n'a jamais arrêté d'avoir des projets, des objectifs, et il est en train de les atteindre tous les uns après les autres. La route est longue, bien entendu, mais il s'en donne les moyens, en particulier en ayant quitté la principauté pour aller s'entraîner en autarcie à Las Palmas. Et il n'a pas abandonné, il continue et on est très fiers de lui. Et sa carrière chez les pros est pour l'instant un sans faute. Oui, un sans faute, et qui plus est, il n'a perdu toujours aucun round sur tout l'ensemble de ses combats, ce qui est assez exceptionnel. En 7 combats, c'est un très bon signal qu'il nous envoie. Il est toujours en quête d'une qualification olympique. Il a fait le choix de faire l'impasse sur les Jeux européens qui avaient lieu au mois de juin à Cracovie pour se concentrer sur un autre tournoi qui aura lieu en mars 2024, c'est ça? Voilà, donc la FMB fait son travail pour les inscriptions, pour lancer ça. Et Hugo est bien déterminé à aller faire ses qualifications pour les mondiaux. Et c'est bien dans sa ligne de mire aussi. Mikalev Bartos ne sera pas le seul combat de ce Monaco Boxing Grand Prix qui sera à l'affiche, Damien Seigle également. Oh, énormément de boxeurs. On aura Sofiane pour les plus. On a 13 combats. Je vais citer les plus importants. C'est Sofiane Oumia, le français, qui boxera pour une ceinture WA Gold, qui a été un très grand champion olympique et qui l'est toujours d'ailleurs. On aura aussi Ramirez, qui est actuellement chez les lourds, qui a 16 combats pour 15 victoires, donc 14 ou 15 par KO, qui affrontera Lénine Castillo, qui a été le challenger de l'actuel champion du monde, Dimitri Bivol. On a vraiment une qualité de combat qui n'a jamais été vue auparavant. Pour ma part, je n'ai jamais vu autant de qualité sur un ring pour le 23. Un très beau spectacle qui nous attend donc en direct sur Monaco Info. On vous retrouve le 23 septembre donc sur notre antenne, Damien. Avec plaisir, avec plaisir. Comme chaque lundi, Christine Datomel met en valeur ceux qui font Monaco, commerçants, restaurateurs, artisans. Elle viendra peut-être à votre rencontre prochainement. En attendant, on vous retrouve, Christine, du côté du quartier de la Condamine.
Oui, et aujourd'hui, je me trouve chez Marco Traverso et Histoire d'ours. Alors, le fameux fleuriste est implanté depuis plus de 30 ans en Principauté. Qui n'a jamais rêvé de se faire offrir des fleurs avec un ours en peluche? Tout cela est né d'une belle histoire d'amour. Vous allez le voir, c'est toute une histoire. Les ours, c'est une histoire d'amour. Et cette histoire d'amour, elle est là parce que je suis rentrée dans la vie d'un fleuriste. Et aujourd'hui, les ours, c'est notre porte-bonheur. Et alors, est-ce qu'on peut savoir qui se cache derrière cette tête d'ours? Voilà. Alors, racontez-nous cette belle histoire d'amour, comme vous le dites. En fait, c'était il y a un peu plus de 30 ans. Je travaillais dans un autre domaine. J'avais un client qui était Marco Traverso. Et un jour, il m'a proposé de dîner avec lui. Bon, on va passer les détails de la rencontre. Et puis, j'ai arrêté de travailler dans le domaine d'activité que j'avais. Et je suis venue travailler avec lui. Simplement, j'avais besoin de trouver ma place, de créer un univers autour de lui. Comme l'ours, c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur. Ça a été une symbolique dans plein de détails entre lui et moi. Et c'est devenu, en fait, notre histoire d'ours. Et puis, ça fait 30 ans maintenant que vous êtes ici en Principauté. Qu'est-ce que les gens recherchent quand ils viennent chez vous? Alors, ce que les gens recherchent, avant tout, c'est qu'on crée quelque chose pour eux. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de déjà construit, d'existant. Ce qu'on fait, c'est pour eux, c'est personnalisé. C'est quelque chose qu'on fait en fonction de leurs propres émotions, de leurs propres envies. C'est du sur-mesure 100%. Vous êtes créateur d'événements également. On peut vous retrouver dans quel style d'événement? En fait, je n'impose pas de style. Pour moi, le plus important, c'est d'écouter les clients, d'écouter ce qu'ils sont. Parce que pour les moments les plus importants de leur vie, que ce soit un mariage, un anniversaire, une bar mitzvah, et plein d'autres événements parfois bien plus réduits en termes de nombre de personnes, c'est d'entendre les gens, de les écouter et de savoir quels sont leurs besoins, leurs envies, les mots-clés qui les définissent pour que l'événement en soi leur ressemble. Et alors, donc, vous donnez beaucoup d'amour. Oui. Également, vous participez à des ventes aux enchères. Alors, pourquoi ? Pourquoi je participe à une vente aux enchères? En fait, je ne participe pas véritablement, mais j'ai mis du temps à imaginer cette vente possible. C'était un choix personnel, c'était un besoin pour moi de faire le deuil du décès de ma sœur qui était handicapée. Et c'était le moment venu. Et aujourd'hui, le moment est là. J'ai eu 50 ans, c'était la boucle bouclée. Et j'avais vraiment ce besoin de faire quelque chose pour qu'elle ne soit plus là, mais qu'elle soit encore là. Et que d'autres puissent bénéficier de soutien, d'aide, de construction, de logements inclusifs, en particulier pour l'association que je défends aujourd'hui, qui est Monaco Disease Power. Vous l'aurez donc compris, Marco Traverso et Histoire d'ours, c'est une grande histoire d'amour, mais c'est surtout une histoire d'authenticité. Ici, tout est mis en place pour vous vendre du rêve, mais pas que. Retour à présent sur ce concert-événement donné à l'occasion des commémorations du centenaire de la naissance du prince Régnier III. Un concert de musique de chambre donné à la salle Garnier en présence d'artistes dont la carrière a été personnellement encouragée par celui qui régnait à plus de 55 ans en Principauté. José Sacré vous en dit plus. En présence de son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo a rendu hommage au prince Régnier III dans le cadre des commémorations du centenaire de sa naissance. Bienfaiteur des arts, le prince Régnier III a tout au long de son règne activement œuvré pour développer la musique à Monaco et notamment faire briller l'Orchestre national, devenu grâce à lui en 1980 l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo. C'est également le prince Régnier III qui a eu l'idée en 1959 d'inviter le public chez lui dans la cour d'honneur de son palais pour partager les émotions de la musique avec son orchestre et des solistes de réputation internationale. Dimanche 17 septembre, à la salle Garnier, ce concert hommage a mis en avant des artistes dont la carrière a été personnellement encouragée et soutenue par le prince Régnier III. C'est le cas de la pianiste Chani De Luca. C'était un moment très spécial pour moi de revenir à Monaco, de jouer devant le prince Albert, son Altesse. Des souvenirs de mon enfance quand j'arrivais dans cette salle Garnier qui est tellement légendaire. Moi-même j'écoutais les grands artistes, j'ai découvert la culture grâce à Monaco et j'ai été aussi musicienne et je suis devenue ce que je suis aujourd'hui grâce à Monaco. Le fait qu'ils m'aient trouvée dans les maternelles, qu'ils aient fait ces évaluations, qu'ils aient appelé mes parents pour dire qu'il fallait que je suive cette carrière musicale dès l'âge de 5 ans. Derrière tout ça, il y a quand même beaucoup de travail.
Oui, je crois qu'il n'y a pas de secret. Le travail, la passion, la conviction que la beauté est nécessaire, je crois que ce sont des valeurs que le prince régnier a établies dans ses programmes culturels à Monaco. L'exigence, la beauté, la profondeur, et ça demande énormément de travail, d'investissement. Le sextuor pour piano et cordes, en mi bémol majeur de Glinka, a été interprété par des musiciens solistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, avec au piano Nikolai Kuznetsov, lauréat des Monte-Carlo Piano Masters de 2021, un concours créé par Jean-Marie Fournier, placé sur le haut patronage du prince Régnier III dès 1993 et doté par lui d'un prix de 30 000 €. Accompagné par des musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, l'accordéoniste Christine Rossi se souvient avec émotion du soutien permanent du prince Régnier III dès ses débuts à l'Académie de musique, devenue durant son règne Académie de musique Régnier III. J'ai été formée au conservatoire à l'Académie de musique de Monaco. Et donc, lors d'un concert, justement dans cette magnifique salle, la salle Garnier, il était présent et il a découvert cet instrument en écoutant mon programme, mon répertoire. Et il a suivi petit à petit le déroulé de mes études. J'ai commencé à présenter des concours internationaux que j'ai eu la chance de remporter. Il m'a octroyé une bourse très très généreuse pour acheter un instrument de concert, l'instrument avec lequel j'ai remporté mes autres concours internationaux. Il est vraiment toujours dans mon cœur. À la maison, on a, on va dire, toutes ces lettres qu'il nous avait envoyées à l'époque, les échanges que nous avions. C'est toujours voilà, un grand bonheur de penser à ce grand homme. Voilà pour l'hommage en musique rendu au prince Régnier III. Cette information pratique à présent, la direction de l'aménagement urbain va procéder au remplacement de 2 ascenseurs publics. Le premier assure la liaison entre le boulevard Hector Otto et la Moyenne Corniche. Le second relie le boulevard de Belgique au boulevard du Jardin Exotique. Les nouveaux appareils seront mis en service respectivement à la mi-novembre 2023 et fin décembre 2023 également. Autre information qui devrait simplifier vos démarches, sachez qu'il est désormais possible de solliciter un duplicata en ligne en cas de perte ou de vol d'un certificat d'immatriculation ou d'un permis de conduire monégasque. Pour cela, il suffit de se rendre sur le site monservicepublic.mc. Pour rappel, le service des titres de circulation propose plusieurs démarches en ligne, accessibles en français et en anglais sur monguichet.mc. Avant de refermer ce journal, coup d'œil sur vos prévisions météo. Bonsoir Christine Datomel, avez-vous de bonnes nouvelles à nous annoncer pour la journée de mardi ? Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Mardi, quelques passages nuageux sont prévus. La journée sera généralement ensoleillée, mais quelques cumulus feront leur apparition. Une très légère brise soufflera tout au long de l'après-midi. Du côté du thermomètre, comptez 20 degrés pour les minimales et 27 pour les maximales. Le soleil se lèvera à 7h12 et se couchera à 19h36. Demain, ce sera votre fête, Émilie, puisque nous fêterons la Sainte-Émilie. Merci, et je crois savoir que le 19 septembre est un jour particulier pour vous aussi, Christinda. Ce journal est à présent terminé. Merci de nous avoir suivis. On se quitte avec les photos de Frédéric Nébinger qui assistait au concert hommage au prince Régnier III à la salle Garnier. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec les experts du basket Frédéric Elion et Ali Traoré qui ne manqueront pas de revenir sur la victoire de la Roca Team face à Limoges pour la première journée de championnat. Excellente soirée à tous et on se retrouve demain pour une nouvelle édition sur Monaco Info.